Électron libre, deuxième partie d'une émission sur l'hyperconsommation face à des besoins non essentiels. Alors c'est toujours avec nos invités habituels. D'abord Jean-Yves Cretin, enseignant-chercheur et puis en écologie, les insectes aussi. Jean-Paul Grosbois, forestier. Gérard Galliot, qui a participé à la conservation des espèces depuis la Citadelle. Et puis Paul-Marie Guinchard, autrefois à l'ADEME, maintenant, c'est l'Agence de la transition écologique. Alors, Paul-Marie, le changement et les dérèglements climatiques? Oui, alors dans les faits, l'idée de ces deux émissions, donc celle qui a été diffusée la semaine dernière et puis celle d'aujourd'hui, dans les faits, le principe, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin sur la notion d'anthropocène. Et dans les faits, la conséquence de l'ensemble des activités humaines qui finissent par influencer de façon extrêmement inquiétante sur la problématique du climat et du dérèglement climatique et du réchauffement climatique. Il y a les deux éléments. Et donc on partait du principe que dans les faits, il fallait produire, transformer, transporter pour pouvoir consommer, et donc qu'on assistait finalement à une consommation qui était plus tout à fait raisonnable, qui devenait, comme certains scientifiques et sociologues ont appelé, l'hyperconsommation. Le terme de consommation est un terme qui est beaucoup plus récent qu'on ne croit, d'un point de vue scientifique. C'est du début du XXe siècle, c'est pas, il n'y a pas très très longtemps qu'on utilise ce terme. Alors le fait de mettre l'hyper, ça c'est quelque chose de XXIe siècle, on met de l'hyper partout, il n'y a pas que des hypermarchés, il y a de l'hyper partout. Et donc ce que l'on a abordé lors de la précédente émission, finalement, c'était des notions, je dirais, de valeur autour des besoins, on en parlait d'hédonisme, de plaisir, de désir par rapport à ça, avec des éléments d'influence qui étaient des éléments, on n'a pas parlé de la publicité, on aurait pu parler de la publicité, on aurait pu parler des stratégies, on pourrait peut-être, d'ailleurs, c'est des sujets qu'on pourrait aborder, sur les stratégies des entreprises qui produisent pour que dans les faits, on consomme, qu'on crée ce besoin. Dans les faits, on peut s'interroger sur en quoi la publicité, et la réponse est quasi évidente, en quoi la publicité crée le besoin, crée l'envie, crée l'élément dont on parle. Donc on a aussi parlé dans des émissions précédentes des différents scénarios de l'ADEME. Alors c'est pas parce que je suis un ancien de l'ADEME, mais je trouve que c'est une approche qui est intéressante avec les 4 scénarios. Je les rappelle rapidement. Le premier, c'est la génération frugale. On consomme moins, on consomme que ce dont on a besoin. Il y a la coopération territoriale, on se met ensemble pour essayer d'être beaucoup plus raisonnable. Il y a aussi les technologies vertes, qui peuvent se développer. On parle d'énergie verte, par exemple, avec des questions qui sont posées autour. Et puis le 4e scénario, qui est certainement de loin le plus inquiétant, en disant, c'est le pari réparateur. Donc on va aller sur Mars, vous inquiétez pas, on s'en sortira. Combien? On ne sait pas. Et puis le pari technologique, finalement, qu'on nous présente très très souvent. Alors est-ce qu'effectivement il y a une possibilité, comment on peut lutter, entre guillemets, contre ces fausses idées probables, pas toutes, mais une grande partie, sur le pari technologique? C'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse échanger aujourd'hui, sachant que mon avis, en tant que tel, il est assez clair au travers de la question que je pose. La proposition, la 4e proposition, la plus délirante, c'est le pari réparateur. Ce que je ne crois pas pour autant, parce que la science sait faire plein de choses. On explique à beaucoup de monde que la science est capable de découvertes extraordinaires en médecine, en technologie, mais elle a débuté. Elle ne saura pas tout réparer. Et aujourd'hui, continuer sur cette forme de dépense, on va dire, de consommation, n'est pas raisonnable, parce qu'on sait qu'il y aura une fin en tout. Jean-Yves l'a très bien expliqué tout à l'heure, le monde est fini. Et forcément, les dépenses en énergie, elles sont finies elles aussi, comme pour le reste. Ce que je voulais dire aussi à partir de là, c'est que si la science ne sait pas tout faire, on ne peut pas se permettre aussi de vivre sur le dos des autres. Nous sommes quelques milliards sur cette planète, mais tout le monde n'est pas dans un pays riche. Jean-Yves le disait aussi, je le recite à nouveau, c'est que les riches pourront encore se sauver un petit peu, c'est-à-dire qu'on pourra tenir encore un peu le coup en ce qui concerne des pays de l'hémisphère nord. Mais il n'y a pas que nous sur cette terre, il y a aussi des gens. Et chaque fois qu'on fait une dépense importante, en se faisant plaisir, alors on ne va pas culpabiliser sans arrêt, mais chaque fois qu'on va au-delà de nos besoins, eh bien c'est sur le dos des autres. On enfonce un peu plus ceux qui sont dans grande difficulté, et notamment dans tous les pays en voie de développement, comme on appelle. Alors est-ce que c'est le bon terme? Je n'en sais rien, parce que si le développement est un synonyme d'exagération dans la consommation, je ne suis pas sûr qu'on aille vers leur bonheur. Mais en tous les cas...
Non, mais en tous les cas, c'est ce qu'on leur propose dans notre façon de faire aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a aussi matière à raisonner. Donc voilà, je terminerai sur ce point. On peut se poser la question sur, je dirais en général, on entend beaucoup plus les économistes parler de solutions et aborder de solutions qui viennent généralement compléter celles des technologistes, hein, des solutions techniques. Par contre, sur la réalité sociale, le comportement social, collectif, etc., il n'y a pas grand-chose finalement, hein, si ce n'est la culpabilisation. Tout à fait. Ouais, semble-t-il. Jean-Yves. Oui, je crois qu'il y a quand même lieu d'être... optimiste? Pas optimiste du tout. On voit quand même qu'il y a des pays, la Chine, les pays du Golfe, qui sont parfaitement conscients de leur faiblesse du côté de la productivité végétale, enfin l'assurance de pouvoir manger quelque chose, qui sont en train d'acheter des terres dans des pays d'Afrique, africains en particulier, Madagascar et l'Afrique, Éthiopie, et qui achètent des terres pour s'assurer en quelque sorte leur alimentation à eux. Ça veut dire que c'est condamner les pays dans lesquels on achète, qui éventuellement fourniront peut-être les agriculteurs, j'en sais rien, mais c'est condamner les pays dans lesquels on achète des surfaces cultivables à continuer à végéter. Ces gens-là n'ayant plus la possibilité de s'alimenter eux-mêmes, fatalement vont devenir des vassaux, voire même des esclaves d'un système. Donc il y a ceux qui les achètent, il y a ceux qui, comme Trump, ont envie d'aller les ramasser en disant tiens, je vais aller me servir puisque j'ai la force de l'argent et le pouvoir. Je vais aller me servir chez les autres où je vais leur imposer ma manière de voir. Et puis il y a chez les humains cette espèce de... J'ai du mal de trouver le mot exact, mais je donne un petit exemple. Ça doit être la semaine dernière ou peut-être il y a 15 jours, avec les problèmes des PFAS dont on s'aperçoit maintenant. Les polluants éternels. Les polluants éternels qu'on ne cherchait pas autrefois dans l'environnement, mais maintenant qu'on les cherche, on les trouve partout. Il y avait une équipe de télévision qui allait filmer sur place et ils se sont retrouvés face à des syndicalistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'usine, qui ont quand même des gens quelque part un peu responsables et qui leur ont fait un grief en disant vous nuisez à notre activité alors que leur activité nuit à l'ensemble de la population. De l'humanité. Il y a donc une sorte de... c'est même plus un aveuglement. Les gens se ferment les yeux. Les gens se ferment les yeux, ne veulent même plus accepter la contrainte que tout le monde voit arriver. Une image. Et ne respectent même pas leurs descendants, parce que ce sont leurs descendants, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui paieront les intérêts. Comme les nôtres d'ailleurs, qui vont se retrouver un jour contraints par tous ces polluants qui vont finalement nuire à la durée de vie des individus, ce qui sera peut-être pas pour la planète dangereux, parce que moins on sera nombreux, mieux elle se portera. Paul-Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Une image. Simplement par rapport à ça. En Franche-Comté, on a une des usines qui produit, je crois, une partie non négligeable des quantités de matières plastiques et de produits chimiques à l'échelle nationale. Donc, à Tavaux. Qui est basée à Tavaux. Bon, tout le monde l'a située. Elle est un peu coupée en petits morceaux maintenant, mais à une époque, c'était une énorme unité de production. Et je me souviens de discussions avec un cadre de cette entreprise, parce que j'y ai beaucoup travaillé dans cette entreprise, notamment sur des problématiques informatiques. Et un jour, je lui ai fait la remarque en disant, mais quand même, il faut faire gaffe, quoi. Les plastiques, ça envahit tout, ça pollue partout, etc. Il m'avait répondu droit dans ses bottes en disant, c'est pas le problème des matières plastiques, c'est le problème de l'usage que les gens en font. Et donc il a renvoyé la culpabilité du problème sur ses clients finalement, de manière indirecte. Donc il y a aussi cet aspect-là, quoi. Enfin, c'est très préoccupant parce que on disait la semaine dernière que certains voulaient se sauver en direction des planètes, et en particulier de la planète Mars.
pour l'instant, sur la planète Mars, les conditions d'habitabilité sont quand même pas bien réunies. Ça veut dire qu'il faut installer des unités dans lesquelles les gens vont se retrouver. Et je signale qu'aux États-Unis, chaque fois qu'ils ont tenté de créer un monde artificiel, au bout de quelques mois, tous les clients qui avaient voulu tenter l'expérience devenaient à moitié fous. Parce que les contraintes, alors évidemment, ils voyaient ce qui se passait à l'extérieur, donc ils avaient plutôt tendance à vouloir sortir parce que dehors c'était mieux. À Mars, dehors de la bulle, ce ne sera pas mieux. Alors, aller faire pousser des pommiers sur Mars, il faut vraiment être débile pour penser à ça. Puisque surtout ce qui est préoccupant, c'est qu'on va abandonner toute la pauvreté sur Terre. Allez, tout ça, ça va être abandonné et ça va être, passez-moi l'expression, démerdez-vous. Parce que nous, on sera à l'abri. Alors nous, moi je dis bon débarras, avec ces gens-là, moi si ça marchait déjà, je les enverrais très rapidement sur Mars pour qu'ils débarrassent le plancher. Ouais, ça me fait penser quand même à une chose. Certains croient que c'est la nouvelle arche de Noé, hein, oui, que les Gugus sont en train de préparer. Absolument, là, hein. Les techno-simplistes ils disent on va envoyer des choses dans l'atmosphère, ça va faire comme les volcans, ça va faire baisser la température. Enfin, ils sont prêts à tout. Voilà, eh bien, c'est Paul-Marie qui va laisser la parole à qui à Jean-Paul, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Débat plutôt vif, hein, quand même, sur cette première partie. Hein. Jean-Paul. Je voulais juste revenir sur un propos de Jean-Yves, qui évoquait des personnes allant dans une usine, rencontrant des syndicalistes qui ne voulaient pas parler des polluants éternels. Et ça me fait penser, ce qui m'afflige dans la situation où l'on est, souvent, ce n'est pas la situation par elle-même, c'est l'incapacité d'en parler librement. Voilà. Alors pour revenir au scénario 4 et les technologies qui vont nous sortir d'affaires, il n'y a pas un mois, des fois moins, où le monde ne se fait pas état de travaux de chercheurs sur des renvois de la lumière solaire dans l'espace, etc. Et moi qui suis quand même qui suis devenu un peu scientifique, qui me suis dressé pour écouter les scientifiques, qui attend beaucoup de leur participation sur une autre gestion des forêts, j'ai envie de dire, je regarde ça quand même, et pas comme disait Gérard tout à l'heure, comme un cerveau fragile, comme un cerveau extrêmement curieux et intéressé. Voilà. Et puis je voulais revenir, alors pour cette partie-là, ce champ-là, ce scénario 4, il ouvre un champ immense et des débats, on pourra en faire encore quelques-uns. Je voulais revenir sur l'hyperconsommation alimentaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où ça croise dopamine et intérêt des sociétés, c'est-à-dire consommer des produits alimentaires industriels ultra transformés, contenant graisse et sucre, satisfait justement le mental, l'organisme qui attend de la dopamine. Mais là, à un moment donné, quand même, c'est pas l'intérêt de l'industrie, c'est pas le bon sens qui est dépassé. C'est l'intérêt des populations pour la médecine, pour la santé, pour le devenir des populations. Effectivement, oui. Voilà. Bien, disons que c'est pas très très réjouissant. Hein. Quand Jean-Paul parle d'intérêt des sociétés, c'est de nos sociétés humaines ou des sociétés industrielles, commerciales et financières? Voilà, c'est là qu'il faut mettre la différence. Alors, comment on met un coin dans l'intérêt industriel commercial de nos sociétés modernes et ultra-consommatrices pour essayer qu'on se tourne vers l'intérêt des... Alors ça demande aussi une démarche individuelle, je crois. Oui. C'est-à-dire dans la consommation alimentaire, quand on s'assoit à table, on se dit pourquoi je mange, qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai la chance de manger de la bonne nourriture? Et moi je pense souvent à tous ceux qui peuvent pas se nourrir. Et puis il y a un respect de la nourriture, j'allais dire, et aussi des animaux qu'on mange. C'est pas parce qu'on mange des animaux qu'on doit les maltraiter comme ils peuvent être maltraités dans l'industrie alimentaire et l'élevage industriel. Oui. Alors mal manger,
aussi. Hein. Il y a des gens qui ont du mal de se nourrir, mais il y a des gens qui mangent mal. Mais quand on voit, par exemple, alors c'est pas pour boucler, fermer cette boucle-là en tant que telle, mais quand on voit dans les supermarchés les contenus des caddies, moi, je m'interroge. Bon, il se trouve, bon, d'accord, je suis en retraite, j'ai le temps, etc. Et j'adore faire la cuisine, donc c'est moi qui cuisine. Et je fabrique quasiment tout. Vraiment quasiment tout, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas du blé que je fais pousser et que je vais au moulin chercher ma farine pour faire de la pâte à tarte, mais je fabrique quasiment tout. Et quand je vois ces caddies qui sont pleins de produits déjà préparés, des pizzas pré-cuites, des machins sous plastique, etc., et que je m'interroge quand je vois ces gens, en général, ce ne sont pas que des femmes, je dis, mais si ça se trouve, ils ne savent plus cuisiner. C'est pas forcément la problématique du temps, ils ne savent plus le faire. Et on a probablement, je pense, perdu. Alors ça peut faire bondir des gens, mais moi je me souviens, en 57, 58, quand j'étais à l'école primaire, c'est vrai qu'il y avait des parties où les garçons, on partait avec l'instit pour faire des choses beaucoup plus matérielles et techniques, et puis les filles, elles faisaient des petites séquences d'enseignement ménager. Elles apprenaient à tricoter, à coudre et à cuisiner. Ce que je veux simplement ajouter, c'est que c'est un problème d'éducation, parce que apprendre à se nourrir, c'est comme apprendre à marcher. Ça se fait par apprentissage auprès de sa famille, auprès d'autres, de parents, etc. Et aujourd'hui, il y a toute une génération qui n'a pas su se servir dans un jardin, puisqu'il y a de moins en moins de jardins. Donc, ou se servir dans un supermarché. Et dans le supermarché, on a des produits ultra transformés. Alors, les jeunes générations, pas toutes, mais une grande partie, se sert dans le rayon, et puis cuisine ou réchauffe au micro-ondes, et puis c'est terminé. Donc c'est un apprentissage qu'il faudrait peut-être entraîner nos politiques, municipalités, à faire des cours. Il y en a beaucoup à la télévision, mais c'est pas sûr que ce soit avec de bons résultats, parce que c'est toujours plus sophistiqué qu'il ne faut. Et je pense que là, c'est de l'apprentissage à se nourrir. Mais alors, quelle municipalité va lancer des cours pour apprendre à faire une salade normalement et apprendre à cuisiner simplement avec peu d'énergie? Parce que ça se fait. Il y a des associations qui le font. Oui, mais il n'y en a pas assez. Ah, c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Oui. Dans les écoles aussi, ça se fait dans les écoles rurales en particulier, puis périphérie de ville, parce qu'il faut avoir le jardin pour faire la démonstration. Non, mais parce que c'est un problème de démonstration, en effet, si on apprend aux enfants à respecter leur alimentation, on peut espérer que quand ils auront atteint le stade adulte, ils continueront de le faire et puis ils l'apprendront aussi à leurs enfants. Mais ça, c'est une génération. Il nous faut une génération pour faire ça. Une génération, c'est 25 ans. Donc, est-ce qu'on a encore 25 ans devant nous tranquille? C'est pas sûr. Mais il faut apprendre aussi, bien sûr, à nos enseignants, parce qu'ils ont pas, on ne peut pas leur mettre la faute sur tout, aux enseignants, parce que moi, j'ai l'exemple d'un enseignant parisien qui a voulu apprendre à ses enfants à cultiver des carottes. Alors, plutôt que d'acheter des graines pour les semer, acheter des carottes au supermarché du coin, et puis est arrivé dans le jardin pour planter les carottes. Oui, ça a l'air stupide, mais ça arrive. C'est intéressant de faire les choses à l'envers. Il y a, dans une note préparatoire que j'avais transmise, que j'avais élaborée, je parlais de la génération Bolino. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je faisais aussi un lien avec la publicité, et du beau, du bon, du bonnet. Hein. Et puis la publicité, c'était pas de la publicité, à l'époque on appelait ça des réclames. On en voit encore sur les murs de vieilles maisons en campagne. Moi, je trouve ça relativement intéressant. Je sais que ma femme est passionnée, elle adore les photographier. Elle a une belle collection, de vieilles réclames, en tant que tel, Crozatier Meubles par exemple, etc. Et tout. Jean Kelevitch, le fourreur de Dijon. Hein, ce nom-là est beaucoup plus connu pour la philosophie, je crois, Jean Kelevitch. En tant que tel. Mais cette fameuse génération Bolino, alors là, c'était le début de la publicité. C'est-à-dire, vous achetez le bol, mettez un peu d'eau chaude et c'est délicieux. C'est franchement. Excusez-moi l'expression, mais c'est franchement dégueulasse le truc. Hein, question, quoi. C'est quand même plus simple d'éplucher 2 pommes de terre, 2 carottes, un poireau, et puis mettre un petit peu de condiment, et puis se faire une bonne soupe aux légumes. Quoi. Donc c'est quand même autre chose. Le bolino, c'était ce qu'on appelle déshydraté. Ah, c'était du déshydraté. Alors, il y en a un, il a voulu amener des choses déshydratées, mais il a voulu aussi emmener de l'eau déshydratée. D'accord. Tout à fait. Ça montre l'aberration de ces systèmes. C'est moitié poudre d'eau, l'autre
moitié avec de l'Oreo, normalement. Voilà. C'est anecdotique, mais en même temps, ça montre bien que ce fameux scénario 4 sur le pari technologique, surtout quand on ne remet rien en cause sur les évaluations que l'on fait, le fameux PIB, la catastrophe, 1% de PIB, 300 000 emplois en France. Ah bon ? Ah bon, ben depuis le temps qu'il y a du PIB, il devrait y avoir beaucoup plus d'immigrés pour satisfaire les besoins d'emploi. Hein. Donc si on est... Eh ben non, on continue. Et souvent je dis, l'homme a quand même une particularité vraiment étonnante, c'est que c'est le seul animal qui est capable de se taper 2 fois la tête contre le mur. La première fois pour voir comment ça fait, puis la deuxième fois pour vérifier si ça fait effectivement mal. Voilà, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Ah ben, notre intelligence ne nous aide pas dans la compréhension des phénomènes, oui. Alors là, peut-être qu'on arrive à briller dans certaines analyses, mais sur des choses aussi simples que la finitude de notre environnement, Je voudrais faire une toute petite réclame parce que je suis en train de lire le livre de Nexus. Alors là, il va fort. Oui, de Yuval Harari. Oui. Il dit que l'humanité est folle. Il dit carrément. Mais le bouquin, il est quand même épais. Hein. Il faut se taper. Il est passionnant parce que dans les faits, il commence sur le début de la nécessité d'information et de communication entre les êtres humains au début de l'humanité, quasiment, pour arriver à ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. On va changer le nom des espaces géographiques. Tiens, c'est nouveau ça. Ah bon, voilà. Pourtant, les choses sont là. Bien. Voilà, on en arrête là pour Paul-Marie. Je pense qu'on a dit beaucoup de bêtises. Gérard, merci Paul-Marie. Moi, je voudrais simplement... Moi, j'ai un jardin, Gérard parlait de jardin. Je suis autosuffisant en jus de pomme et en pommes de terre. Voilà. Mais je sais... Je sais ce que je dois aux agriculteurs, enfin aux autres producteurs. Il faut que tu te lances dans un petit élevage pour avoir suffisamment de protéines. Mais voilà, hein, si chacun se disait quelles sont mes limites, il y a des gens qui s'apercevraient pour l'instant, ils n'ont rien. Merci messieurs. Ils doivent tout aux autres.